Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, Esprit Montagne, le mag qui vous fait prendre l'air de nos stations, de nos compétitions, de tout ce qui fait bouger la montagne en toute saison, avec comme chaque semaine un passionné, notre complice Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Ski Chrono, qui d'ailleurs a 2 opus à nous présenter ici ce soir. On voit ça dans un instant. Et après 2 hommes la semaine dernière, 2 femmes cette semaine, 2 femmes qui font rayonner la montagne avec leur beau sourire, déjà, certes, mais aussi avec leur passion, leur énergie et leur détermination. Raphaël Monod, bonsoir. Eh bien oui, bonjour. Bonsoir. Alors, Raphaël Monod, Sjöström, c'est ça? C'est ça, à peu près. Suédoise à moitié oui. par mon mari. Exactement, que l'on salue d'ailleurs. Championne du monde, médaillée d'argent à Calgary, ça remonte. Et c'était l'essor du freestyle. Elle a révolutionné, démocratisé la pratique du ski de boss. On va en reparler. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise dans les cosmétiques bio. Merci encore d'être avec nous. À vos côtés, une amie aussi, dirigeante d'entreprise également, l'entreprise, l'agence Switch, Armelle Solélac. Bonsoir. Bonsoir. Alors, spécialiste des stations de montagne, pour résumer, vous avez un savoir extrêmement large, aussi large que le tour de monde que vous avez parcouru pour vraiment faire connaissance avec les stations, leur mode de gouvernance, ce qui va pas, ce dont on peut s'inspirer. On va en reparler dans un petit instant également. Tout de suite, c'est l'actu dans le grand angle. Et à la une, un Martin qui ne gagne pas, mais qui se rassure, Laurent. Oui, Martin Fourcade a ouvert la saison avec une 5e place à Östersund, en Suède. Donc il avait vraiment besoin de se rassurer. Il réalise le même temps de ski que Johannes Bö qui remporte l'épreuve d'ouverture. Donc c'est ça qui rassure. Parce oui, que 5e. Oui, mais 5e, c'est une belle performance quand même. Hein. Après, oui, il a fait une faute de plus au tir, mais ça veut dire que dans le ski, il est là, il a la condition, il a la tête. Donc voilà, c'est un bon début. L'équipe de France est groupée. On en trouve 4 dans les 15 premiers, donc c'est un bon résultat d'ensemble. Ils vont peut-être monter le tempo d'ici ce week-end, c'est la suite d'Östersund. On a Emilien Jacquelin qui fait quand même 11e, Quentin Fillon-Maillet et Simon Destieux qui sont dans les 15. Et chez les filles, on a Célia Aumonier qui a commencé par une 9e place. Donc voilà. C'est pas mal, on est bien. Pas mal, on est bien. Pour cette reprise. On a un seul podium à se mettre sous la dent pour ce week-end, c'est celui de Richard Jouve en sprint classique à Ruka en Finlande. Ouais. C'est la première fois qu'un Français monte sur le podium de l'épreuve d'ouverture en ski de fond, donc c'est quand même un fait historique. Donc ça commence bien. Ça commence bien. Après, on a en ski alpin, on a eu la tournée nord-américaine qui a commencé. Alors Adrien Théo, il est pas mal aussi. Il est bien, 2 fois 9. Il gagne pas, mais lui, il assure. Il se rassure pas, mais il assure. 2 fois 9 avec Louise en super G et en descente. On a Yo Claret qui est 13e. On a également chez les filles Batessa Worley qui termine 5e de l'épreuve de Killington. Oui. Donc voilà, ça reste quand même de bon standing pour les équipes de France. Il a du potentiel, Adrien, pour cette saison. On l'espère. Il a des ambitions. Il a été un peu déçu. On avait été aussi un peu déçus par sa saison. C'est le moment. Là, il faut y aller, mais il a tout pour réussir. Eh bien, parfait. On va suivre ça. 2 sorties. Oui, 2 sorties dans les kiosques. Donc le dernier ski chrono 70 avec Quentin Fillon-Maillet à la une. Donc le Jurassien Fillon-Maillet avant l'épreuve du Grand Bornand qui interviendra du 16 au 22 décembre, on en reparlera. Donc c'est un long entretien où il nous confie ses ambitions, en mode un peu tonton flingueur. On ne le connaissait pas comme ça. Donc il veut dessouder Martin Fourcade, pourquoi pas. Flingueur, oui, voilà. C'est vite fait, c'est vite raccourci. Il y a plein de petits post-it. C'était dépenses bêtes. On a également une belle rencontre féminine avec 2 femmes d'influence, Perrine Pellen et Ingrid Jacquemot. Perrine Pellen qui est la directrice des championnats du monde de Courchevel-Méribel 2023. Et on a Ingrid Jacquemot, nouvelle directrice du club des sports de Val d'Isère, à la tête de la Coupe du Monde. C'est la seule femme à la tête d'une Coupe du Monde, du critérium de la première neige, d'une Coupe du Monde. Donc on a voulu un petit peu montrer que les lignes bougent et que les femmes sont quand même présentes dans nos stations. Ça nous donne envie d'aller la rencontrer sur place, Ingrid Jacquemot d'ailleurs. J'insiste aussi, un super sujet sur les nouveaux géants du slalom. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que
que les slalomeurs deviennent de plus en plus grands. Hein, quand notre ami Clément Noël fait 1m91, le Suisse Ramon Zaronzern lui fait 2m02. Le Suisse comment? Zaronzern. Voilà. Ouais. Je l'appelle Ramon, hein, c'est plus simple. Voilà, Ramon. Et puis le Suédois Andrés Mireur aussi, qui est assez grand, à 1,90. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de skier. Tomba, il mesurait combien Tomba, il était un peu plus petit. Il était plus petit, mais voilà, plus trapu. Hein. Plus trapu, mais, voilà, mais ça avançait quand même. Il avait quand même le secret de la glisse aussi. Donc, voilà. C'est déjà dans les kiosques. C'est déjà dans les kiosques. Voilà. Et puis un super portfolio de Nils Luna sur le rapport entre les biathlètes et leurs carabines. Voilà. Oui, voilà. On en a déjà parlé en plateau, ça c'est vrai que c'est quand même assez particulier et ça évolue beaucoup. Et puis, donc, le climat. Le climat qui, j'allais dire, est un sujet qui nous impacte aussi également avec le réchauffement, le dérèglement climatique. Alors, c'est pas un grand format, donc publié aux éditions Dauphine Libéré, dirigé par Muriel Millon et coordonné par Emmanuel Galland, donc qui a écrit et qui a, j'allais dire, réuni tous les talents pour faire de cet opus. En fait, c'est un livre qui ne se veut pas anxiogène, c'est simplement une prise de conscience que les choses sont en train d'évoluer, et c'est aussi un recueil de toutes les initiatives régionales qui sont faites pour la planète, pour faire un geste pour la planète. Voilà. Donc la montagne est en première ligne, mais comme souvent, la montagne a su s'adapter, donc voilà. C'est un grand format qui est un grand format. Grand format, avec des photos, qui est beau, des initiatives, et qu'il faut lire. Une interview d'Isabelle Autissier. Voilà, c'est une bonne idée pour un cadeau de Noël. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Laurent, un petit coup de pub aussi pour notre partenaire, Ski Chrono et le Dauphiné Libéré. Voilà. Merci. Allez, le focus de la semaine. Et l'équipe de France en e-sport a été présentée. Ça y est, c'est fait. Oui. À Lyon. À Lyon, absolument, avec toujours beaucoup de médailles lorsque les échéances olympiques se présentent. Qu'en est-il et en Coupe du Monde, voilà. Donc qu'en est-il pour cette saison? Un reportage de nos confrères de 8 Mont-Blanc. Voici l'armada bleue chargée de faire aussi bien, voire mieux que la saison passée. Il faut dire qu'avec 21 médailles, dont 17 titres mondiaux, les équipes de France de ski et de snowboard handisport ont porté très haut les couleurs bleu-blanc-rouge l'hiver dernier. Et cette saison encore, la recette de la réussite ne devrait pas changer. Toute cette dynamique autour de nos entraîneurs, nos techniciens, de cette rigueur qu'on impose, que ce soit à l'entraînement, dans la préparation des skis, dans la préparation physique. Donc c'est tout un amalgame général de toutes ces composantes qui font qu'on a une belle équipe. Brillant depuis maintenant plusieurs années dans les sports d'hiver, les athlètes français se savent très attendus aux 4 coins du globe pour cette saison sans championnat du monde ni Jeux paralympiques pour le ski alpin et le snowboard. Je vais prendre vraiment comme si c'était une saison classique ou une saison de jeu ou une saison championnat du monde avec un peu moins de pression. Mais en tout cas, je serai dans le même état d'esprit à tous les départs de Coupe du Monde. Rien n'est jamais acquis. Donc ok, tu t'acquiers de la confiance grâce à ça. Mais après, la confiance, il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours repousser le curseur de l'entraînement, repousser le curseur de l'engagement. Parce que si tu te reposes sur les acquis en te disant bah ouais, la France c'est une belle nation de sport d'hiver, ça marche pas. En ski alpin, les deux fers de lance tricolore abordent cette nouvelle campagne avec un état d'esprit un peu différent. Après avoir encaissé le contre-coup des Jeux paralympiques de Pyeongchang, Marie Baucher s'est remis la tête à l'endroit. Son homonyme, Arthur Baucher, lui, espère surfer sur sa formidable saison 2018-2019. On va tâter un peu le terrain, voir où en sont nos adversaires. Mais énormément d'excitation parce que voilà, j'ai trop hâte de ressentir les sensations du départ et cette adrénaline qu'on a. Donc voilà, vraiment, j'ai trop hâte de rattaquer. Je suis plus sur des objectifs à la saison, on est plutôt sur du jeu et sur des tentatives, sur de l'engagement en fait. Donc c'est ce qu'on travaille à l'entraînement, c'est vraiment de trouver un brin de folie et puis aussi voilà, cette envie de s'engager et sans forcément jouer encore des classements et des gros objectifs sur chaque saison. Élu athlète masculin de l'année par le comité international paralympique, Benjamin Davier, compétiteur dans l'âme, compte rééditer ses performances pour continuer d'être au sommet. Objectif pour moi, clairement, cette année, ce sera les championnats du monde de biathlon au mois de mars. Objectif, voilà, toujours montrer aussi d'être présent, de montrer que voilà, j'ai 3 titres à remettre en jeu. Donc forcément, on n'a pas envie de les laisser et je vais tout faire pour aller les garder. Pour la 2e année consécutive, la région Auvergne-Rhône-Alpes a donc choisi d'organiser cette cérémonie de présentation avec évidemment beaucoup de fierté. Quand on voit les athlètes ici aujourd'hui avec le sourire, ils sont fiers d'être là dans les locaux de la région avec un gros partenaire, un partenaire qui est aussi sur les équipes valides. Et ben, tout le monde est au même niveau en fait. Et c'est ça qui est important pour nous. Que les supporters des Bleus ne s'inquiètent pas, la relève est d'ores et déjà assurée
puisque de nombreux jeunes ont intégré les équipes A pour cette saison 2019-2020. Quel état d'esprit, c'est un super état d'esprit cette équipe de France. Ouais, ils font plaisir à voir. Souvent, ils essayent de partager aussi les entraînements avec les valides. À Tignes, quand ils se retrouvent, Marie Baucher, elle dit que c'est vraiment quelque chose, c'est une émulation. Et donc, c'est une belle image aussi du sport. Oui, alors on parle de l'équipe de France en e-sport. C'est une grande équipe de France, en fait. C'est bleu. D'ailleurs, Raphaël, je me souviens de la fin de la descente victorieuse d'Edgar Gros-Piron en 92, où il se rappelait de ce moment où les équipes de France s'étaient retrouvées avant les Jeux, tout le monde. Il disait que ça, justement, c'est quelque chose qui stimule énormément. C'est comme une grande famille, mais tous, alpin, freestyle, handi. C'est vraiment important d'avoir cette notion de famille du ski. Oui, c'est ça, c'est la famille. Il y a un lien très, très fort. On vit toute l'année ensemble. On se retrouve à des événements. Et oui, ce lien de la famille reste... Vous après vos carrières aussi. Hein. Et puis toujours aujourd'hui, d'ailleurs. On ne se cache pas. Oui, on ne se quitte plus. Non, tout à fait. Alors, on s'est quitté pendant quelques années. Tout de même, Raphaël, on est très content de vous retrouver. Bon, les images, c'est pas qu'elles datent, c'est que depuis, les technologies ont beaucoup évolué. Et à l'époque, où on récupérait où on pouvait mettre sur Internet ce type d'images, c'est difficile de récupérer des choses en bonne qualité. Donc, on est certes au siècle dernier. Je crois que ça, c'est en 95, hein, c'est ça? Oui, voilà. C'était à la Clusaz, les derniers championnats du monde auxquels j'ai concouru et j'ai terminé deuxième à cette course. Oui. Oui. Et c'était vraiment... aujourd'hui, ça a bougé, mais quand même, un niveau de dingue quand même, Laurent. Plus grosse à l'époque, non? C'est vrai que le sport a bien évolué aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'avant, c'était plus un ski d'instinct. Les bosses n'étaient pas formés par des machines. Donc, on était au départ, on ne savait pas trop où on allait terminer. Ah oui, mais il fallait les faire. Et Raphaël, vous avez vraiment contribué à l'essor de cette discipline, à la faire connaître, et avec aussi ce petit brin de folie, on va dire, qui était un petit peu partout sur les pistes de ski freestyle. C'est vrai que pendant 10 années en équipe de France, majoritairement avec des garçons, mon entraîneur Nano Pourtier, Edgar aussi, qui était un de mes meilleurs coachs, m'ont beaucoup boosté. C'est vrai que ça m'a tiré vers le haut parce que je skiais dans les mêmes bosses que les garçons. Donc j'avais des skis d'1,90 m pour passer les mêmes trous qu'eux finalement. Mais pourquoi aller chercher? Alors moi, j'ai tellement d'humilité qui suis incapable de passer une bosse. Qu'est-ce qui vous a attiré à l'époque où justement cette discipline était très peu connue? Je pense qu'il y a une alchimie, la Clusaz effectivement, avec un Obélix et plein de champions, mais en fait c'était une ambiance. En fait, je pense qu'on était les pionniers à la Clusaz du freestyle avec Thierry Verne, Christian Fabre, des anciens champions. Et puis voilà, il s'est trouvé que j'étais là au bon endroit au bon moment. Et puis que j'aimais aussi tout ce qui était instinctif et assez freestyle. Voilà. Championne du monde en 89. Oui. J'ai eu la chance de faire 3 JO. Alors oui, il y a eu Lillehammer, c'était une 4e place. Oui, malheureusement, les sports à jugement parfois sont difficiles à avaler. Mais j'ai eu 45 podiums en Coupe du Monde. Et puis voilà, 10 années à haut niveau qui m'ont formée. Beaucoup de blessures, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse. Un gros chagrin à Albertville aussi. Ah oui, Albertville, là, je l'ai avalé il n'y a pas longtemps. Ah bon? Quand vous m'avez parlé d'Albertville. Pour moi, ça a été quelque chose. En fait, je gagnais les qualifs et 10 mètres avant la ligne d'arrivée, je croise un ski, je perds les pédales. En fait, j'ai pas eu l'habitude de cette pression de 10 000 personnes qui hurlent votre nom. Parce qu'à l'époque, on se déplaçait sur les événements. Et moi, je ne m'étais pas préparée sur ce bruit, cette oppression que j'ai sentie quand 10 000 personnes ont hurlé mon nom, Raphaël. Et là, j'ai perdu mes skis, quoi. Je sais pas, j'ai eu un trou. Parce que c'est ça, vous étiez première de la qualif, la descente était jusqu'ici superbe. Les images, on les a pas. Tu pars derrière. Oui, on les a quelque part, mais c'est des belles images. Je les regarde. Voilà. Mais du fait d'avoir eu cette chute qui en plus était un petit peu prolongée justement sur la fin de la course, en fait, il n'y a pas eu finalement ce sentiment. Moi, j'ai pas le souvenir d'un sentiment de déception. Ah bah, elle a raté une médaille. On était triste pour vous en fait. C'est-à-dire, on avait cette tristesse et finalement, dans le cœur des Français, vous y étiez quand même. Est-ce qu'on se console avec ça ou je ne sais pas si vous en rendiez compte? C'est vrai que je l'ai bien pris sur le coup. En fait, j'étais tellement impressionnée du monde qui s'était déplacé. En fait, nous, le sport à l'époque, c'était un petit comité. On était dans des petites stations, personne ne nous connaissait. Et d'un coup, d'être aux Jeux Olympiques avec autant de monde, pour moi, c'était déjà une victoire et j'étais heureuse d'être là. Et je n'étais pas si déçue que ça sur le coup d'avoir perdu cette médaille, en fait. J'étais vraiment étonnée de l'ambiance. Oui, on se souvient vraiment que c'était la tristesse d'une course ratée et pas forcément d'une médaille qu'on n'a pas. Voilà.
Edgar l'a eu derrière aussi. Et puis, petite fête, un lot de consolation aussi. Un autre caractère, c'est vrai que moi j'étais à l'opposé de notre ami Edgar. Oui, plutôt timide, un peu réservé. J'étais beaucoup plus réservée. Moins grande gueule. Et voilà, j'étais moi, voilà. Grande gueule, mais ça marchait bien, c'était plutôt marrant quand même, cet état d'esprit à l'époque. Olivier Alamand, deuxième aussi, attention quand même. Il y avait un niveau. Pour connaître que voilà, c'était... Il fallait avoir les épaules pour annoncer, être au rendez-vous, bravo. Oui, et puis alors donc c'était le début, c'est la première fois que les bosses étaient olympiques, officielles, parce qu'elles étaient en démonstration lorsque vous aviez eu cette médaille d'argent donc à Calgary. Depuis, les bosses, ça a vraiment la cote. On a une Perrine qui règne en ce moment sur la discipline. Quel regard vous portez sur les bosses aujourd'hui? Donc après avoir vous contribué à vraiment leur démocratisation en fait. C'est vrai que Perrine, c'est une athlète acrobatique, on va dire. Le sport a tellement évolué dans l'air qu'effectivement, là, il y a une barre très haute qui est montée. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le ski est redevenu en parallèle. Donc, il y a une ambiance géniale. Perrine est une athlète, une gagnante. Elle me fait penser à Edgar. Elle gagne la course avant le départ. Avec la différence, c'est qu'à leur époque, ils n'avaient pas le droit au saut tête en bas. Oui, nous, on ne pouvait pas. Donc ça change beaucoup de choses dans le côté spectaculaire. Oui, ils étaient techniques, les sauts. On se souvient, un twist. Sauf qu'on ne pouvait pas faire de rotation à la tête en bas. C'était interdit au niveau sécurité. On n'avait pas de casque. Pas de casque, voilà. C'était freestyle. Mais Edgar était très bien la tête en bas aussi. Je pense que ça n'aurait pas perturbé. À côté des courses, on pouvait. C'est un peu comme le patinage. Il y a les compétitions et il y a les galas. Donc finalement, ça reste une grande part de joie, toute cette carrière. Vous l'avez gardée, vous êtes resté aussi dans ce milieu que vous avez, dans lequel vous avez grandi avec des skis. Voilà, c'est vrai que je suis toujours à l'Éclusat, on va toujours dans le même mur de bosse avec mes enfants, 3. Comment ça s'appelle? Baptiste, Juliette, Janelle. Le mur de bosse. Le boss, pardon. On les embrasse, le mur d'Edgar, le mur d'Edgar, il a gagné dans le mur. Le mur d'Edgar, il s'appelle. Oui, c'est le mur d'Edgar. Et avant, c'était... C'est pas grave. Alors avant, c'était le Cré du Loup. Du loup. Cré du Loup, c'est ça, le Cré du Loup. Aujourd'hui, c'est le mur d'Edgar. Voilà. Un jour, il y aura autre chose de Raphaël. Mais effectivement... Il y a des choses de Raphaël, on en parle dans une petite seconde. Les enfants font des bosses? Non, je ne les ai pas forcés tant que ça. Quand on connaît le prix à payer, les blessures, les vis dans les genoux, on se dit, bon, c'est pas grave, tu ne veux pas faire des bosses, c'est pas grave, on va aller à côté, on va aller dans la poudreuse. Il y en a quand même qui fait du freeride. Mais j'en ai un qui fait du freeride, qui va s'amuser dans les falaises et que je ne suis surtout pas. Surtout pas de freeride alors. Du freestyle, oui, mais pas du freeride. Voilà. Armelle, tu fais du freeride? Énormément de freeride et je fais des bosses à Tignes notamment. Quand j'étais petite, c'est là que j'ai appris à skier, dans les bosses de Tignes. À Tignes, tiens donc, qui était la station olympique d'Albertville. C'était ça. Avec beaucoup de neige ce jour-là, on s'en souvient. Beaucoup de neige. On n'y voyait pas grand-chose. Ah, mais je ne vous ai pas dit une anecdote. Confidence. Mon opticien m'a couru après quelques années, 2 ans après, il m'a dit « Raphaël, ça fait des années que je veux te voir. Viens dans mon cabinet. » Parce qu'il me faisait mes lunettes pendant 10 ans. Et j'avais un œil borgne, en fait, un œil bouché. Il me dit, Raphaël, viens dans mon cabinet parce que je te signale que tu ne vois pas le relief. Alors, oui, mais en fait, je le vois à ma façon. Il me dit, non, mais tu sais, une pente comme ça, tu la vois comme ça. OK. Et alors, il me sort une plaque en 3D. Il me dit, tu vois un animal sortir? Je dis, non, il y a une fleur ou il y a un dromadaire? Non, je ne vois rien. Et en fait, je pense que j'ai développé une capacité à sentir avec mes... Voilà, comme les Paralympiques, j'ai réussi à capter des sensations avec mes spatules. C'est pour ça que j'avais de très longs skis. Et moi, les jours de mauvais temps, j'étais censée être meilleure. Bon, pas au JO, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça et ça m'a fait rire. Je me suis dit, heureusement que je ne le savais pas avant les courses. Incroyable, c'est un peu comme Daredevil qui ne voit pas, mais qui a justement une sursensibilité, l'oreille, l'ouïe, etc. Ouais, intéressant ça. On est fort dans nos faiblesses. Exactement, on les transforme. Et donc, vous avez transformé votre expérience d'une carrière de sportive dans une carrière de chef d'entreprise à partir d'une de vos passions également. C'est le cosmétique, mais pas n'importe lequel. Oui, c'est vrai que les soins naturels, la cosmétique, en fait, je me suis toujours soignée de façon naturelle parce qu'avec les 3 Jeux Olympiques, à chaque fois, on nous contrôlait et c'était bien, les contrôles antidoping, on les avait et heureusement. Mais effectivement, se soigner d'un simple coup de froid, on ne pouvait pas prendre un sirop.
antitussif ou un spray même nasal. Un Vicks, pardon pour la marque, mais c'est tellement répandu, on n'a pas le droit. C'est très ça passe pas au compliqué contrôle. de se soigner quand on est athlète de haut niveau. Donc du coup, je me suis passionnée des plantes et surtout des huiles essentielles. Et je me suis soignée comme ça avec des vieux bouquins parce qu'à l'époque, c'était le début, c'est il y a 25 ans. Mes parents me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes petites gouttes ?» Donc c'est vrai que j'ai été très pionnière là-dedans et je crois que c'était aussi grâce à mon arrière-grand-oncle Théodore Monod, un naturaliste forcément, ça doit. Qui devrait avoir 108 ans à peu près aujourd'hui, mais où la bibliothèque m'a nourrie en fait. C'était vraiment le pionnier de l'écologie. Vous découvrez ça. Non, mais j'ignorais, j'avais pas du tout fait la relation, donc ouais, parce que je l'ai jamais rencontré physiquement. Il était tout le temps dans les déserts, moi dans les montagnes, mais ses livres m'ont beaucoup inspiré. Donc l'écologie et le soin naturel, en fait, j'ai senti par mes rééducations de genoux dans des bains d'argile en Turquie, où mon genou s'est complètement dégrippé. Vous savez qu'on a des adhérences, qu'on peut rien faire, que le kiné vous appuie dessus avec du Doliprane. Allez, tu vas plier maintenant. Et puis ça ne plie pas. Mais en Turquie, en quelques jours, dans ces bains de soufre et d'argile, mon genou, j'ai vraiment senti la puissance des thérapies naturelles. Et puis aussi la peau exposée, donc à moins 30 degrés à Calgary, ou toutes ces choses où on se gèle le visage. Et puis au bout d'un moment, puis les rayons, le soleil fait du mal. Là, ça va, je suis bien poudrée. Alors là, même pas. Alors c'est pour ça, vraiment, on a le droit de dire votre âge? Oui, non, mais j'ai 51 bientôt. Mais effectivement, vous ne rêvez pas. Il y a aussi un ADN de peau avec les parents, je vous expliquerai. On ne va pas faire de marketing cosmétique, mais c'est vrai que les vrais cosmétiques m'importent beaucoup. Et en fait, je ne suis pas chimiste, je suis juste une passionnée qui a donné un cahier des charges à un gros laboratoire. J'ai mis 3 ans à formuler toutes mes belles petites nouveautés, là, vous verrez. Ah, vous les voyez? Oui, on les voit, oui. 3 ans pour relancer ces 4 petits produits. C'est un parcours du combattant, mais on sait ce que c'est la course. Ça s'appelle Snow éternel. Snow. Oui. Parce qu'il y a un petit tréma. Voilà, il y a une connotation suédoise parce que on a de la famille suédoise, le graphiste, le webmaster. On travaille en famille en fait. Là, mon mari fait tout ce qui est visuel. Mon fils, toutes les vidéos. D'ailleurs, la vidéo, c'est mon fils. Ah oui, un beau travail en famille. On travaille en famille. Ça, c'est l'atelier à Taloir. Voilà, ça, c'est mon petit atelier. Et effectivement, pendant 3 ans, j'ai pu développer cette gamme 100% naturel, qui est vraiment dans le bioluxe, avec des packaging éco-responsables. Je source mes ingrédients qu'en Europe. Je bannis tout ce qui est exotique. Donc, je suis vraiment dans l'excellence de la cosmétique naturelle. Et surtout, lutter contre les allergies, parce que ce qui vous fait réagir aussi, c'est toute cette exposition, non seulement aux phénomènes naturels, certes, mais l'exposition aux multiples formules, aux produits. Exactement. Il y a une accumulation qui est invisible puisqu'elle est partout, à faible dose, mais partout. C'est ça. On sait qu'une femme utilise 400 substances chimiques par jour de moyenne, en fait, avec nos lave-mains, tous les produits que l'on utilise. Donc, il y a une recrudescence d'allergies. En 2050, on annonce 50% des personnes intolérantes à des cosmétiques. Donc, justement, j'ai pallié à ça et fait des formules très courtes, sans allergènes, sans huile essentielle et vraiment pour les peaux sensibles. Comme moi. Avec des ambassadrices du ski? Oui, d'ailleurs, on en a cité plusieurs. Il y a des petites Snow Angels, des amis, des passionnés, dont Tessa Worley et bien d'autres, qui me suivent, qui aiment mes produits et qui veulent en parler parce que mon business, en fait, c'est de la vente directe, c'est très local. Je ne suis pas L'Oréal et j'essaierai pas de l'être, mais je veux vraiment transmettre de façon directe des valeurs de montagne et locales. Et vous parliez d'ADN tout à l'heure, parce que moi, je peux avoir la même peau que vous, qui brille et qui est transparente et lumineuse. Non, ça vient de là ou ça vient de l'ADN alors? Je pense qu'il y a les deux. Ouais, vraiment. Je les utilise depuis 15 ans maintenant. Enfin, voilà. C'est une belle pub. Hein. Voilà. Et Armelle aussi. Regardez un peu. Ça fait 2 ans. Là. Vraiment, ces belles femmes qu'on a ici. Et donc, cette nouvelle gamme, qu'est-ce qu'il y a là de particulier? Oui, c'est vrai que c'est une gamme qui sort là dans la semaine prochaine. Donc là, je suis en train de faire une campagne participative sur Internet. Si vous avez accès à Internet, c'est un petit peu compliqué, mais c'est sympa. Donc on va sur quoi? Sur Snow Vous pouvez aller sur snoweternel.com.
ou sur Ulule, ou sur tous les réseaux sociaux. Là, en ce moment, on booste parce qu'il ne reste que 3 jours pour précommander vos produits à des prix sympas. Ça, c'est les nouveaux, on vient de les recevoir, c'est ça? Voilà. Et je les livre la semaine prochaine. Donc c'est des soins. Cette gamme, elle a quoi de particulier? Alors, comme je disais, c'est une gamme vraiment qui surfe dans le Biolux, qui est vendue en ce moment dans les spas 5 étoiles à Courchevel, Val d'Isère, les plus beaux spas des montagnes. C'est vrai que la carrière de ski m'a ouvert des portes extraordinaires parce que je suis à côté des grandes marques. Et elle est efficace parce qu'elle est simple et 100% naturelle et bio. Parce que le luxe du cosmétique, pardon, mais souvent ça se chiffre à plusieurs centaines pour des produits. Il suffit de regarder les formules. Ça occupe tout le paquet. Bien sûr. Donc vous, c'est le contraire. C'est ça que vous voulez vraiment revendiquer. C'est ça. C'est des formules très simples et efficaces. Le laboratoire pionnier de la cosmétique bio travaille pour moi. Et on a des crèmes, toutes les sortes de textures. On a 4 textures différentes pour tout type de peau. Donc je pense que tout le monde pourra trouver son bonheur. Et Tessa Worley, elle vient à l'atelier faire sa crème? Comment ça se passe? Exact. Tessa vient, on fait sa crème sur mesure. On travaille ensemble avec plein d'autres skieuses également. Et Tessa aime beaucoup. Elle fait elle-même sa crème. Après, celle-ci, elle les aime aussi. Enfin, elle vous en parlera. Vous n'avez pas des ambassadrices dans la télévision? Oui, mais bien sûr. Ouais, en tout cas, encore une ambassadrice. Ça marche pour les hommes aussi Oui, exactement, oui, tout à fait. Pour une barbe bien douce, Laurent, plutôt aujourd'hui. En tout cas. Armelle, merci en tout cas, puis bonne chance pour cette nouvelle gamme et puis pour tout le reste, voilà, pour une ligne qu'on appelle toujours éthique. Il y a souvent ce mot derrière. Alors là, en l'occurrence, oui. Ça s'y prête plutôt bien. Armelle, du coup, exposée plus que jamais au rayon. Donc, voilà, vous avez fait le tour du monde des stations à ski, quand même, il faut bien le dire. C'était il y a quelques années de ça. C'était pour affiner votre connaissance sur le terrain, directement, des modes de gouvernance, des stations, de faire vraiment tout un inventaire de ce qui se fait, de ce qui se fait à un certain endroit, de ce qui ne se fait pas dans un autre. Il en ressort un ouvrage aujourd'hui. Donc, vous êtes l'auteur de Management et Marketing des stations de montagne. C'est chez Puce Presse Universitaire Sportive. Pourquoi avoir créé ce livre-là, qui est inédit d'ailleurs, une thématique qui n'existait pas jusqu'alors? Alors effectivement, c'est un livre... j'ai écrit le livre que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé dans cette industrie il y a 12 ans. Et j'y ai mis toutes les connaissances que j'ai accumulées à l'occasion de ce tour du monde, donc qui a duré 2 ans, dans 280 stations de ski. Du monde. Voilà, dans 27 pays sur 5 continents. Et 12 ans d'expérience professionnelle au sein de mes agences Switch à accompagner les stations de montagne un peu partout dans le monde. Votre objectif, c'est de créer des stations un petit peu partout qui fonctionnent, qui génèrent une économie, qui génèrent du plaisir et qui avancent et qui se projettent dans l'avenir? Alors, mon objectif, c'est pas de créer des stations parce qu'elles existent déjà, mais par contre de les accompagner pour qu'elles aient un développement qui soit périn, à la fois sur des aspects sociaux, sur des aspects environnementaux et bien sûr sur des aspects économiques. Donc, il y a des questions de business model derrière, notamment. Le Tour du monde s'est fait de 2007 à 2009. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour écrire le livre? Alors, 2005 à 2007, le Tour du monde. Et j'ai attendu aussi longtemps parce que, en fait, j'avais quand même 26 ans quand je suis rentrée de mon tour et je n'avais pas forcément de maturité et d'expérience suffisante pour pouvoir écrire directement un livre complet. J'avais à l'époque écrit un rapport qui devait faire 80 pages, mais ce n'était pas suffisant pour constituer un livre. Et depuis, eh bien, j'ai continué à voyager dans le monde. J'ai surtout beaucoup travaillé avec plus de 100 clients, donc plus de 100 stations différentes. Et ça m'a permis de me rendre compte que des choses que j'avais pu observer il y a 12 ans, qui me semblaient mirobolantes et formidables, eh bien, en fait, ce n'était pas si fantastique que ça. C'était peut-être des fausses bonnes idées. Et c'est ces fameux 12 ans d'expérience qui me permettent quand j'ai écrit mon livre au printemps dernier, d'avoir plus de recul, plus de maturité et de proposer des solutions qui sont plus viables et pertinentes. Qu'est-ce qui vous paraissait bien en 2005 et qui fonctionnerait moins bien aujourd'hui? Par exemple, en 2005, donc, je sortais des études et je trouvais que le ski à l'heure, c'était fantastique, ça me semblait être formidable. Et puis on se rend compte avec la pratique que la réalité, c'est que ça stresse énormément les gens qui n'ont pas envie de regarder leur montre après chaque descente pour savoir s'il leur reste encore un peu de crédit pour pouvoir skier. Et donc du coup, ça, c'était une fausse bonne idée, par exemple. Et on voit quasiment plus de stations qui proposent du ski à l'heure actuellement. Alors, vous avez forcément skié en Autriche, en Suisse, aux États-Unis, à Chypre?
On skie à Chypre? On skie à Chypre. Et pour l'anecdote, quand on est arrivé à l'aéroport avec Mathieu Gorin, qui fait le tour du monde avec moi et qui est devenu depuis mon mari, eh bien, les Chypriotes ont vu nos grandes housses à ski en nous disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors d'abord, il y a eu des suggestions sur le fait qu'on transportait des cadavres. On leur a dit « Non, c'est des skis. » Pour certains, on n'en avait jamais vu. Et puis d'autres nous disaient « Mais en fait, il n'y a pas de ski à Chypre. On pas skier du tout. » Et j'ai regardé mon mari, il me dit « Mais t'es sûr que tu t'es pas trompé en faisant le routage ?» Et pour la blague, eh bien, en fait, on n'a jamais réussi à atteindre la seule station de ski de l'île, parce qu'il y avait tellement de neige au sommet et pas de déneigeuse pour y accéder, qu'on n'a jamais pu skier en station. On a skié sur le bord de la route, parce qu'on s'était dit que zut, après tout, on avait fait tellement de trajets pour accéder à cette île qu'on a posé notre voiture et on a skié dans la forêt à côté. Et il y a peut-être un truc à faire justement pour rendre cette station accessible, donc, car oui, il y fait 42 en plein été, mais en hiver, il y fait froid et il y a de la neige à Chypre. Beaucoup de neige. Et parmi vos découvertes, vraiment, peut-être les choses les plus insolites, alors non pas en matière de localisation, mais vraiment de mode de fonctionnement. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est la notion de culture locale. Et notamment, en Nouvelle-Zélande, par exemple, on est immergé dans la culture maori. La nature est une personne à proprement parler dans la culture maori. Et à ce titre, eh bien, les remontées mécaniques ne vont pas jusqu'au sommet des montagnes. Elles s'arrêtent une dizaine de mètres en dessous du sommet. Et on doit accéder au sommet à pied. Pour eux, ça se mérite, un sommet. C'est sacré, exactement, on n'y touche pas. Et donc, c'est une différence culturelle qui est importante et qui fait qu'on n'exploite pas un domaine skiable en Nouvelle-Zélande de la même manière qu'au Japon ou en Europe et en France en particulier. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qu'on n'imagine pas forcément depuis les Alpes, mais qui changent la donne complètement. Comme quoi, ça ne sert à rien de copier chacun son mode de fonctionnement, mais copier ce qui se fait. Finalement, il faut aussi trouver soi-même son modèle. Tout à fait. Je crois qu'il y a des bonnes pratiques à adopter, qu'on peut adapter, et c'est ça qui est intéressant. Certaines erreurs à éviter, et c'est aussi intéressant de comprendre les erreurs qui ont pu être commises, que ce soit en France ou à l'étranger, pour ne pas les faire durer plus longtemps. Mais c'est ça que j'ai voulu aussi présenter dans mon livre, c'est toute la diversité des stations de montagne au travers du monde, comment elles font face de manière différente à des problèmes qui sont identiques, le réchauffement climatique, les enjeux de conversion des skieurs, puisqu'on est sur un marché qui est de plus en plus mature en Europe et en Amérique du Nord notamment, qui est plus bondissant, on va dire, en Chine. Et puis des problématiques de recrutement de personnel qui sont identiques. Et dans le monde entier, eh bien, ces trois problèmes sont les mêmes, mais on les traite pas de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant et que j'ai voulu présenter. Le livre s'appelle Station de montagne, mais avec le ski qui est un produit phare quand même. Tout à fait. Alors, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'effectivement, je crois que les grands changements auxquels on doit faire face aujourd'hui nous obligent à repenser la montagne. Et je crois qu'on doit passer d'un mode station de ski à un mode station de montagne, où le ski, très clairement, n'est pas mort. Le ski est bien vivace, mais c'est une activité parmi tout un tas d'autres qui sont tout à fait sympathiques à pratiquer. On peut envisager, au mois de décembre, s'il n'y a pas de neige, de faire d'autres activités dans une station. Absolument. Et on peut aussi envisager de ne rien faire. Parce que la réalité, c'est qu'on a tous des vies qui sont à 100 à l'heure, qui sont très actives. Et de plus en plus, quand on regarde les études de comportement des consommateurs, eh bien, on se rend compte que nombre d'entre eux ont envie d'un très beau cadre. Et c'est ce que la montagne peut proposer, sans pour autant avoir une excitation permanente et au contraire se poser. Exactement. Limiter les sollicitations et être bien. Et est-ce que certains s'en inspire de ça aussi? Est-ce qu'on crée finalement un business du rien faire? Oui, exactement. Il y a ailleurs que sur la plage. Il y a ce qu'on appelle des digital detox, et il y a des stations de montagne qui proposent ces fameuses digital detox, alors avec des activités sportives, des activités culturelles ou tout simplement des activités qui consistent à ne rien faire, se poser tranquillement avec des espaces aménagés spécialement pour ça, et qui ont une particularité locale, c'est qu'il n'y a ni télévision, ni téléphone, ni
ni accès à Internet. Et donc, les gens payent extrêmement cher. Contrairement à ce qu'on pense, ça coûte très cher. Alors, moi, j'ai fait une tentative de digital detox. Et en l'occurrence, c'était en Suisse. Et donc, j'avais pris le forfait le moins cher, la proposition la moins chère. C'était quand même 800 € la nuit. Donc, mais alors, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, rien. On y fait du ski, on se balade, on peut y faire du vélo, on peut y faire tout un tas d'activités. Mais par contre, il n'y a plus de connexion. Et on est beaucoup plus en connexion avec soi-même, avec la nature. On a un retour à la nature véritable du séjour en montagne. Et puis ensuite, on peut revenir au monde connecté, bien entendu. Mais ces digital detox, elles font beaucoup de bien. Je voudrais revenir à la gouvernance des stations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qu'il y a, par exemple, entre une station aux États-Unis comme Vail et les stations en France sur le monde de gouvernance? Alors, en Amérique du Nord, d'une manière générale, on a un business model qui est très particulier, où on a une entité ou une personne, éventuellement, qui possède absolument tout, c'est-à-dire le terrain physique, les remontées mécaniques, les hôtels, la restauration, tous les commerces. Alors qu'en France, on est sur un jeu d'acteurs multiples où chaque commerçant est son propre patron. Les remontées mécaniques, c'est une entité à part. Les autorités de la commune, c'est une autre entité. L'office de tourisme, c'est encore une autre entité. Et donc, en France, on a parfois des difficultés à se mettre d'accord. Sur la gouvernance. Sur la gouvernance, c'est-à-dire sur la manière de guider la station et dans quelle direction marketing on va, quelle approche technique ou quel type d'infrastructure on va développer. En Amérique du Nord, ils n'ont pas ce problème-là parce qu'il y a un décideur et ensuite, en cascade, tout le monde applique. J'aime beaucoup donner l'exemple de Sundance, qui est dans l'Utah, qui est une station qui est un peu plus petite que Champs-Rousse, par exemple, et qui est la propriété de l'acteur Robert Redford. Donc, et ça marche parce que les gens vont aller skier chez Robert. Exactement. Moi, j'ai dormi dans le lit de Robert, par exemple. Il n'était pas fourni avec, mais c'était une expérience tout à fait intéressante. Publicité mensongère. On vous dit qu'on va dormir avec Robert. Et est-ce qu'il y a une possibilité que ce modèle nord-américain débarque chez nous en France? Il y a Tony Parker, nous, à Villars. Oui, oui, c'est vrai. Bon, alors, Tony Parker n'est pas américain non plus. Je n'y crois assez peu, pour la simple raison que, pour des raisons légales, ce serait très difficile. Il faudrait changer complètement la législation en la matière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que des modèles scandinaves ou autrichiens ou même suisses de gouvernance sont en train de se développer en France. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Donc le principe, c'est pas d'avoir un propriétaire qui possède tout, parce que ça a aussi des inconvénients. J'ai vu une station qui était fraîchement équipée de tout un tas de remontées mécaniques. Je pense que c'est la station de Tamarack, qui a ouvert en 2004 et qui a fermé ses portes en 2008 à la suite de la crise des subprimes. Pour défaut de paiement. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a pas le département, la région qui vient ensuite courir au secours de cette destination, qui a depuis d'ailleurs pu réouvrir dans des conditions particulières. Mais l'avantage de notre système, c'est que les risques sont partagés. Et les gains sont partagés aussi, ce qui n'est pas le cas sur le modèle nord-américain. Donc je pense que notre modèle, il est très intéressant. Par contre, il faut qu'il évolue, et notamment qu'il évolue avec la mise en place de gouvernance. Donc on voit par exemple dans des stations comme Trysil en Norvège ou comme Greyhound en Suisse, où en fait l'ensemble des acteurs professionnels du tourisme de la station se réunissent. Mais il y a aussi d'autres acteurs économiques dans une destination comme on peut en trouver en France, qui ont voix au chapitre et qui ont la possibilité de s'inscrire dans cette réflexion pour faire en sorte que l'ensemble des participants, des parties prenantes d'une station, puissent s'autodéterminer et définir ce qu'elles vont être en 2030, en 2040, 2050. Et justement, 2030, 2040, 2050, c'est cette problématique du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parlait de risques. Aujourd'hui, on est obligé d'imaginer un nouveau modèle. Tout à fait. À cette réalité. Tout à fait. Alors, on peut avoir une vision très collapsologique du sujet. C'est absolument pas mon cas. Moi, j'ai plutôt une approche assez optimiste. Et je crois que quand il y a danger, il y a aussi opportunité. Et en l'occurrence, ce que le réchauffement climatique nous oblige à faire, c'est à repenser complètement nos modèles économiques, à repenser notre manière d'exploiter une destination. Et on voit qu'il y a des modèles à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, où on a une grande avance sur le sujet.
sujet. On parle souvent de l'Amérique du Nord comme le vilain petit canard en matière écologique, parce qu'effectivement, il y a un président qui n'est pas forcément très porteur sur le sujet. Mais en fait, l'industrie, elle, s'est saisie du sujet il y a plus de 20 ans maintenant. Aspen est l'un des pionniers en la matière. Vail, dont on parlait tout à l'heure, le groupe Vail Resorts a décidé d'avoir ce qu'ils appellent le Commitment to Zero, c'est-à-dire que d'ici à 2030, si je ne dis pas de bêtises, la totalité des 13 destinations qui font partie du groupe Vail Resorts ne devront émettre aucun gaz à effet de serre. Et l'idée, c'est d'avoir un impact zéro dans l'exploitation de ces destinations. Donc c'est hyper ambitieux et en même temps, c'est porteur par rapport à l'avenir qu'ont ces destinations. Raphaël, à la Clusa, toi, c'est ta station. Qu'est-ce que tu fais pour essayer de faire, avancer les choses? Tu as une action? Effectivement, je participe à certaines réunions, notamment pour les remontées mécaniques. Et c'est vrai que de belles choses se sont mises en place, notamment le covoiturage. Annecy, la Clusa, on le sait, c'est surchargé. Et là, voilà, des applications pour les jeunes, covoiturer. On pourra accéder à certains parkings si on est 3 dans la voiture. Sinon, on ira se garer plus loin. Enfin, là, on va vraiment passer à l'acte. Et quelque part aussi, j'ai réalisé qu'on n'était pas si alarmiste. Enfin, il n'y a pas de quoi s'alarmer au niveau du manque d'eau, j'espère. Parce qu'en fait, quand on imagine avec les canons à neige que l'on utilise beaucoup trop d'eau, mais finalement, des scientifiques nous ont expliqué qu'il suffisait d'une chute de neige de 10 cm pour alimenter assez d'eau pour faire la neige à canon au début de saison. Mais voilà, c'est vrai que là, on a le temps de réfléchir. Oui, ce n'est pas polluant. Heureusement, on n'est pas d'agents synthétiques. Donc moi qui suis vraiment écolo dans l'âme, je me dis, mais comment on va s'en sortir? Je vois que finalement, on trouve des solutions. Et voilà, comme tu dis, Armelle, on va se poser des vraies questions. Des questions, mais avec le sourire. Donc, on est plutôt optimiste. Du coup, il faut le rester, pourvu qu'on se bouge tous. On pourra en parler des heures. Oui. Absolument. Plein de questions. Des heures, avec un très beau livre. D'ailleurs, un dernier petit coup de pub, donc Climat. Voilà, aux éditions comment de agir. Libéré. Voilà. Eh ben, merci beaucoup encore. Armelle, je le rappelle, ce livre, j'ai oublié le titre. Management et marketing des stations de montagne dans le monde. C'est ça. Pourquoi pas une belle lecture pour Noël aussi. Raphaël, merci encore de nous avoir présenté déjà ces souvenirs et puis cette nouvelle gamme. Merci Laurent. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à vous. À très vite. Merci. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.